présence. Votre édition dominicale de la mi-journée, c'est maintenant. Le journal, Moussa Papa Aïdara. À la une de l'actualité, Tombouctou retrouve son trésor. Le retour historique des manuscrits anciens exfiltrés en 2012 est annoncé pour demain. Après plus d'une décennie d'exil à Bamako pour les préserver des destructions, les précieux manuscrits seront acheminés par plusieurs membres du gouvernement. Au même moment, Tombouctou se prépare à vibrer au rythme de la biennale artistique et culturelle. Le ministre Mahmoud Daffé est à l'écoute des ressortissants de la région. L'idée est surtout de renforcer les liens et mieux préparer l'événement jusqu'au moindre détail. Et puis face à l'urgence humanitaire au Sahel, l'AES veut rompre avec toute dépendance et tracer sa voie vers un mécanisme de financement souverain. Pendant 3 jours, le premier forum des actions humanitaires s'est tenu à Bamako pour mettre la question sur la table des ministres en charge de l'humanitaire dans le Sahel et de certains pays amis. Les conclusions de la rencontre de Bamako, ça sera avec notre invité du jour, le directeur national du développement social. Actualité hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, plusieurs milliers de personnes ont manifesté pour exiger l'inclusion de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam au scrutin présidentiel. Autre actualité sur la scène internationale, le président américain Donald Trump prévoit une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine en Alaska le 15 août prochain afin d'évoquer une résolution pacifique du conflit en Ukraine. En sport football, en Ligue des Champions, le Stade malien affrontera les Centrafricains de l'AS Tempête et le Djoliba AC jouera contre Abia Warriors du Nigeria en Coupe de la Confédération. Et en ce qui concerne le handball, l'USFAS Homme et le Sigidam remportent les trophées de championnat national 2025. Dans le bloc santé du jour, on s'intéresse au cancer de la vessie. Cette pathologie se manifeste par la présence du sang dans l'urine. Mais attention, avoir du sang dans l'urine ne signifie pas forcément le cancer de la vessie. Il faut plus d'examens pour le confirmer. Eh bien, rendez-vous en fin de journal pour savoir tout cela. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Eh bien, nous allons commencer par cette actualité. Bien sûr, nous allons à Tombouctou pour parler donc de cette rencontre avec le ministre de la Culture qui a échangé bien sûr avec les ressortissants de la région de Tombouctou pour les préparatifs de la biennale artistique et culturelle, suivant le compte-rendu de Tchemoro Konaté. C'est un grand événement culturel auquel la cité des 333 saints s'apprête à abriter. Il s'agit de la Biennale artistique et culturelle édition 2025 dont les préparatifs s'accélèrent. Création des conditions d'accueil et d'hébergement des délégations régionales, réhabilitation des infrastructures de spectacle et mise en place des moyens adéquats de transport, ce sont là quelques-unes des actions phares menées pour faire de cet événement une réussite totale. Mahmoud Daffé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. On va prendre une décision lundi pour la liste complète de la Commission nationale parce que je crois que tous les partenaires ont envoyé leur nom déjà, donc c'est une formalisation. On a installé un secrétariat permanent au niveau du mémorial pour que le travail se passe tous les jours parce que d'un côté, il y a l'urgence des infrastructures, notamment la salle de spectacle. Là-dessus, on a déjà lancé l'appel d'offres. L'État nous a donné un budget pour carrément rénover cette salle-là. Cette rencontre d'information avec la coordination des ressortissants de la région de Tombouctou se tient à l'initiative du ministre Daffé qui donne ainsi un caractère inclusif à l'organisation de la Biennale. Issa Arsina Sissé, président de la coordination des ressortissants de la région de Tombouctou. Ils ont déjà pris le devant, ils sont en train de réhabiliter les salles. Et du côté du transport, tout ce qui est problème, il nous a déjà dit à quel niveau ils sont. Et je pense qu'avec notre concours et l'engagement des ressortissants, on va aller très loin. Une marque d'estime et de considération pour la coordination des ressortissants de la région de Tombouctou, elle qui se propose de laisser ses empreintes en donnant un avant-goût de cette biennale. Ce sera à travers un lancement au Centre international de conférences de Bamako dont la date reste à fixer. Si on est là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à l'engagement personnel du président de la transition. Il a été très clair sur la biennale. En conseil des ministres, il a instruit le PM de suivre ça avec nous et le PM a créé au sein de la primature, on a une commission de 6 ministres qui se réunit chaque 2 semaines pour faire le point de la biennale. Sur proposition du ministre Daffé, se tiendra lors de la biennale un forum mondial des civilisations. Ce cadre d'échange aura pour thème dialogue, paix et prospérité partagée. Un autre point saillant du programme pour marquer l'ouverture de la région de Tombouctou vers d'autres cultures et civilisations.
Restons dans la cité des 333 saints. C'est un jour que les habitants de Tombouctou attendaient depuis plus de 10 ans. Demain, les célèbres manuscrits anciens de l'Institut des hautes études de recherche islamique Ahmed Baba, évacués en urgence lors des violences de 2012, font leur grand retour. Une victoire pour la mémoire, la culture et l'identité malienne. Les ministres de l'enseignement supérieur, de la culture et de la réconciliation nationale apporteront ces trésors à la cité des 333 saints. Comment se prépare le retour des manuscrits de Tombouctou? Élément de réponse avec Cheikh Oumar Sangari. Kalabankoura, commune 5 du district de Bamako. Dans le bâtiment qui abrite l'Institut des hautes études et des recherches islamiques Ahmed Baba, Yeri ABT de Tombouctou, les manuscrits anciens sont préparés pour l'ultime voyage de retour au Bercail. Pour rappel, le 23 janvier 2013, 4203 manuscrits anciens furent volés ou brûlés, la salle de numérisation saccagée par les narcotrafiquants qui occupaient la ville de Tombouctou. Heureusement, par anticipation, une bonne partie des manuscrits anciens de Tombouctou avait été exfiltrés de façon ingénieuse et discrète vers Bamako par de bonnes volontés à partir du 31 juillet 2012. 13 ans après, ce trésor de savoir est sur le point d'être ramené dans son milieu d'origine par les autorités de la transition. Un acte très significatif en cette année de la culture. Dr Mohamed Diakaïté, directeur général de l'IRI Abeti. Les sages de Tombouctou disent, à l'absence des manuscrits de Tombouctou, une partie de l'âme de Tombouctou est absente. C'est-à-dire, Tombouctou sans manuscrit, c'est pas Tombouctou, manuscrit sans Tombouctou, c'est pas manuscrit. Le retour de ces manuscrits aujourd'hui à Tombouctou est très, très attendu. La Cité du Savoir attend impatiemment son patrimoine intellectuel, l'un des plus importants d'Afrique de l'Ouest. Ces documents sont pluridisciplinaires et essentiellement écrits en arabe. Cependant, certains appelés Adjami sont en langue nationale Bambara, Songhai, Tamashek ou Peul. Une véritable mine d'informations. Al-Bouhari Ben Essaouti, chef de la mission culturelle de Tombouctou. Dans un manuscrit, on a retrouvé que celui qui a copié le manuscrit a écrit achevé de rédaction le jour du tremblement de terre à Tombouctou. Alors que personne n'a jamais su qu'il y a eu un tremblement de terre à Tombouctou. Donc ce manuscrit retrouvé, l'ancien président de la République, Alpha Oumar Konaré, a fait des recherches. Il a trouvé qu'il y a eu en fait 2 tremblements de terre à Tombouctou. Ça, personne ne le savait avant. Et c'est à partir de ces indices trouvés dans un manuscrit de Tombouctou qu'on a retrouvé tout ça. Depuis 1970, le Centre de documentation et de recherche Ahmed Baba Sedrab, devenu l'Institut des hautes études et des recherches islamiques Ahmed Baba de Tombouctou, Yeri ABT, en 1999, collecte, conserve et exploite ces précieux documents. Dr Mohamed Diakaïté, directeur général de l'IRI ABT. Ici, nous avons 29 245. C'est ces manuscrits-là qui vont retourner à Tombouctou. Mais comme il faut rappeler, il y a des manuscrits rescapés qui sont à Tombouctou, qui sont au nombre de 10 487. Le transfert d'un tel patrimoine nécessite beaucoup de précautions et l'on en est conscient à l'IRI ABT. Quand ils venaient, ils étaient enlevés des boîtes pour qu'ils reviennent dans les conditions très difficiles et très mauvaises parce que c'est des papiers fragiles. Par contre, cette fois-ci, tous ces manuscrits que nous avons sont déjà logés dans des boîtes. Garba Traoré, chef de division restauration et classement des manuscrits à l'IRI ABT. Nous avons commandé d'abord les caisses. Nous sommes à 336 caisses. Étant donné que les manuscrits sont dans les boîtes déjà, donc il y a une protection supplémentaire. Nous avons fait la mise en caisse. Après avoir fini de faire ça, nous avons numéroté les manuscrits. Nous avons cadenassé. Une fois à l'aéroport, nous allons l'emballer aussi, en vue d'une protection supplémentaire. Les manuscrits anciens de Tombouctou font l'objet d'une attention particulière au sommet de l'État. Tout est mis en œuvre pour que la cité des 333 saints retrouve ses manuscrits anciens de la plus belle des manières. Pour ce faire, les ministres en charge de l'enseignement supérieur, de la culture et de la réconciliation nationale feront partie du voyage de demain lundi 11 août 2025 à Tombouctou. Pour l'occasion, un avion spécial est affrété. Tombouctou ouvre largement les portes de tes nombreuses écoles. Des milliers et des milliers d'étudiants venant de par le monde
désire percer les nuages sombres de ton mystère. 13h09. Parlons d'action humanitaire. Le premier forum des ministères en charge de l'action humanitaire des pays de la Confédération des États du Sahel s'est tenu à Bamako et d'ailleurs a pris fin hier après-midi. Pendant 3 jours, les représentants du Burkina, du Mali, du Niger ainsi que du système des Nations Unies, de la Mauritanie, du Togo et du Tchad ont échangé sur la situation humanitaire au Sahel, partagé les expériences et réfléchi aux approches innovantes de mobilisation des ressources pour financer les actions humanitaires. Pour en parler, nous recevons comme invité le directeur national du développement social, Ibrahim Abba Sangaré. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence. Déjà, quels sont, selon vous, les principaux enjeux humanitaires actuels dans l'espace AES? Merci bien. Merci de l'occasion que vous nous offrez pour parler de ce forum. Comme vous le savez, le Mali est un pays de l'Iptako-Gourma, actuellement un pays du Sahel, qui traverse un certain nombre de crises sécuritaires, crises alimentaires, crises liées au changement climatique, qui fait que des populations se retrouvent parfois dans des situations de précarité ou bien de difficulté. Et la situation humanitaire de l'AES est caractérisée également par le déplacement forcé des populations, parfois au-delà des frontières. Et dans l'esprit, selon la volonté de nos chefs d'État qui ont mis en place cette confédération, il est question de voir comment trouver des mécanismes, harmoniser d'abord les approches dans l'espace AES, comment trouver des mécanismes au regard vraiment de la situation mondiale, économique mondiale, le retrait de certains partenaires, la rareté des ressources, le retrait de certains bailleurs et la suspension de certains programmes, d'imaginer des mécanismes internes de mobilisation des ressources pour faire face à la situation humanitaire. C'est ce qui a motivé du 7 au 9, comme vous l'avez dit, au Mali, la tenue du premier forum des ministres en charge de l'action humanitaire de l'espace AES, avec comme invité des pays amis frères avec lesquels nous partageons certaines réalités humanitaires. Il s'agit notamment de la Mauritanie, du Tchad et du Togo. Et comme le thème de ce forum était politique humanitaire, mécanisme de financement de l'action humanitaire dans l'espace AES, enjeux, défis et perspectives. Et il s'agirait pour nous, pendant ces 3 jours, de nous pencher sur environ 4 thématiques. D'abord, les enjeux, les défis de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'espace, les propositions de solutions anticipatoires, des solutions durables par rapport à la localisation et des approches de mise en œuvre qu'on peut mettre de façon conjointe des actions humanitaires dans l'espace AES, de développer des mécanismes de mobilisation de financement pour répondre aux mesures humanitaires en relation avec la paix, avec des approches de prospection de nouveaux financements, tels que auprès des institutions financières, du secteur privé, de la diaspora, des communautés, pour tout ce qui concerne la consolidation de la paix. Ensuite, le troisième enjeu, c'est au niveau des approches de renforcement de la coordination humanitaire. Vous savez, l'humanitaire, il y a beaucoup d'intervenants au niveau humanitaire. Il s'agit, dans le cadre d'un mécanisme de coordination pour mutualiser les ressources et les efforts pour répondre au mieux aux besoins réels des populations. Et un dernier point, comment respecter les principes humanitaires dans le contexte de la souveraineté de chaque pays. D'accord. Et justement, quels sont les principaux obstacles que rencontrent les pays de l'AES pour mobiliser ces financements durables pour l'action humanitaire? Le premier obstacle, c'est que l'humanitaire a un coût très énorme. Vous savez, les situations humanitaires demandent des mesures d'urgence. Donc, c'est des situations imprévisibles pour lesquelles il faut faire face. On ne peut pas les différer, on ne peut pas les laisser tomber. Donc, il faut répondre de façon urgente aux situations humanitaires. Ça, c'est le premier défi. Mais est-ce que vous avez évalué le coût? Le coût est évalué chaque année au Mali. Nous avons un plan de réponse humanitaire. Le plan de réponse humanitaire de 2025 est évalué à 771,3 millions de dollars. D'accord. Qui couvre tous les aspects. De dollars, mais en francs CFA. En francs CFA, c'est environ... milliards de dollars, c'est beaucoup. Plusieurs milliards de dollars. Milliards de dollars, parce que ça couvre, comme je l'ai dit, tous les aspects humanitaires. D'accord. L'accès à la santé, l'accès à l'eau, l'accès à l'alimentaire, l'accès à l'abri, aux habitats, l'accès au renforcement des capacités. Donc, ça prend de façon holistique l'ensemble des besoins des populations.
Et c'est conjointement financé par l'État malien et les partenaires humanitaires, les partenaires bilatéraux et multilatéraux, les agents du système des Nations Unies, tous contribuent au financement de l'humanitaire. D'accord. Et l'idée de ce premier forum, on vous l'avait dit, c'était surtout d'élaborer une politique de financement de l'action humanitaire. Alors, en clair, quelles pistes ou mécanismes innovants ont été mis en place? Les mécanismes qui ont été mis en place, c'est d'abord de dégager les stratégies. Je crois que les travaux ont permis de ressortir un certain nombre d'idées et de stratégies qui vont au-delà des partenaires classiques. Des financements classiques, nous avons l'habitude d'attendre après l'État juste les bailleurs de fonds qui viennent pour financer. Et aujourd'hui, la souveraineté de nos pays nous impose vraiment de trouver des mécanismes endogènes. C'est pourquoi nous avons dit, d'abord au niveau communautaire, quand un sinistre, une catastrophe survient, quelles sont les conditions qu'on peut créer, quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour que les communautés à la base se prennent en charge en premier lieu. Et que l'État réponde après en second lieu et qu'en troisième lieu qu'on cherche les partenaires extérieurs pour venir. Ça c'est un nouveau mécanisme. Le second mécanisme, comme vous savez, la diaspora a un rôle important dans le développement des pays. Ils interviennent chaque fois qu'il y a des urgences, mais comment faire un mécanisme institutionnel ou bien pérenne qui permet à la diaspora de financer réellement l'humanitaire. Et en troisième point, le secteur privé. Vous savez, le secteur privé, c'est des secteurs très dynamiques dans le social, dans la solidarité. Comment fédérer tous ces aspects-là pour que ça réponde de façon progressive aux besoins réels des populations. Donc tous ces mécanismes-là ont été développés, ont été ressentis et les discussions ont permis de sortir des éléments qui vont nous conduire à une feuille de route. Une feuille de route, un plan d'action qui va dégager vraiment les tâches, les pistes de solutions que nous allons proposer dans le plan d'action. Alors en plus des pays de l'AES, il y avait, comme vous l'avez dit, les représentants du système des Nations Unies, nos pays frères comme le Togo, la Mauritanie, le Tchad. Quels ont été leurs rapports? Le rapport, il faut reconnaître que nous avons eu la bonne idée vraiment de convier ces pays-là parce que nous partageons les mêmes réalités humanitaires. La Mauritanie, aujourd'hui, nous avons des réfugiés maliens qui sont en Mauritanie depuis 91, 92, 93. Nous avons des réfugiés qui sont également des réfugiés qui sont également au niveau du Togo dans le cadre de la migration. Et le Togo a des réfugiés qui sont au Mali. Donc nous partageons certaines réalités. Nous avons invité ces pays d'abord dans le cadre d'un partage d'expérience par rapport à tout ce qui concerne la gestion. D'abord décrire de façon globale la situation humanitaire dans le Sahel. Et après, partager nos expériences de gestion de l'humanitaire. Et au-delà de cela, tirer les leçons de tout ce que nous sommes en train de faire dans les différents pays pour que ça serve vraiment d'orientation à chaque pays selon ses réalités. Très bien. En termes de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce premier forum, des perspectives, des recommandations? En termes de conclusion, ce que je peux dire, sans vraiment anticiper et faire aussi l'auto-évaluation, vraiment nous pensons que le forum a été une réussite. Initialement, nous avons prévu le forum pour 150 personnes. Nous avons reçu 250 participants. Donc environ plus de 80% des partenaires humanitaires du système des Nations Unies et des représentants des bureaux sous-régionaux qui ont participé. Tous les 3 jours de travaux, ils étaient avec nous pour donner leurs idées, pour donner des pistes et éventuellement échanger sur cela. Le deuxième, c'est vraiment la participation. Au regard des recommandations qui ont été élaborées et qui ont été validées, on ressent réellement que ça a suscité un engouement certain, aussi bien au niveau des pouvoirs publics qu'au niveau des partenaires humanitaires et des responsables d'agences. Et le deuxième satisfecit également, c'est que ça nous a permis d'arriver à un communiqué conjoint. Un communiqué conjoint qui regroupe des engagements des chefs d'État, des engagements des ministres en charge de l'action humanitaire pour pouvoir donner un nouveau souffle à la gestion de l'humanitaire dans l'espace. Et maintenant, les perspectives. Les perspectives, c'est que nous sommes un service technique, nous sommes un département technique. Ces recommandations et ces conclusions vont être transmises à tous les pays, restituées dans tous les pays de l'AES et même les pays amis qui étaient venus. Et le deuxième point, c'est le rapport serait soumis au collège des chefs d'État qui vont se réunir très prochainement, de l'AES qui vont se réunir. Donc ces recommandations vont être vraiment soumises à l'appréciation de ces chefs d'État qui vont
de confirmer ou bien de valider. Et à partir de cela, nous allons les traduire en plan d'action pour définir vraiment les activités, les actions, les responsabilités et le coût vraiment de l'humanitaire dans l'espace AES. Donc vraiment, nous, en tout cas, sans fausse modestie, nous pouvons affirmer que vraiment le forum a été une réussite. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le directeur national du développement social, Ibrahim Abbas Sangaré, qui s'exprimait donc à l'instant par rapport au premier forum de l'action humanitaire qui s'est tenu ici à Bamako. Merci d'être passé par là. Merci beaucoup à vous aussi. 13h18, la suite de ce journal. Nous quittons le Mali pour la Côte d'Ivoire. L'heure est à la mobilisation à l'appel du Front commun composé des deux principales formations d'opposition. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et le Parti des peuples africains en Côte d'Ivoire, PPACI. Eh bien, plusieurs milliers de personnes ont manifesté pour exiger l'inclusion de Laurent Gbagbo et Tidjani Thiam au scrutin. Pour en parler, je reçois avec beaucoup de plaisir Lansana Keïta. Bonjour. Bonjour Moussa Papa Aïdara. Alors, l'opposition commence à réagir en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Pour cette première sortie, l'opposition ivoirienne semble réussir son pari de mobilisation. Les rues de la commune de Yopougon à Abidjan étaient noires hier du monde. Une démonstration de force lancée par le Front commun composé des deux principales formations d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Les deux leaders étaient absents à cette marche, mais les militants se font leur porte-parole. Ils exigent la réintégration de leurs candidats Laurent Gbagbo et Tidjani Thiam au scrutin présidentiel d'octobre. À cette marche étaient présents des sympathisants de Pascal Affi-N'Guessan, leader du FPI, qui affiche également son soutien pour un dialogue politique. La marche s'est déroulée dans un climat festif avec chants et danse. Mais les slogans étaient très critiques comme « Nous ne voulons pas un quatrième mandat anticonstitutionnel, nous exigeons le respect de la Constitution ». Certains même s'interrogent. Quel article autorise un quatrième mandat? Les dés sont ainsi lancés en Côte d'Ivoire. Moussa Papa Aïdara, les leaders de l'opposition seront-ils intégrés sur la liste électorale? La suite nous édifiera. Et vous suivez ce dossier ivoirien pour nous, pour la suite de nos prochaines éditions. Merci beaucoup, Lansana Keïta. Vous cédez votre place à Bourama Traoré. Bonjour, Bourama Traoré. Et bonjour, Moussa Papa Aïdara. Nous allons faire le tour de l'actualité en pointillé. Cette fois-ci, on commence par la Guinée. Face à la crise des liquidités, les banques plafonnent les retraits. Et tout à fait, depuis plusieurs mois, les banques primaires connaissent une forte baisse des dépôts d'argent dans leurs caisses. Une situation qui perdure et touche désormais des petits commerçants et même les simples détenteurs de comptes bancaires. Conséquence, les retraits sont plafonnés, comme vous l'avez dit. Le président de l'Union pour la défense des consommateurs déplore ce qu'il appelle une crise de confiance entre les citoyens et les institutions bancaires. C'est un sentiment de déception et nous interpellons la Banque centrale et le président de la transition à tout mettre en œuvre pour rétablir les consommateurs guinéens dans ses droits, a-t-il conclu. Au Sénégal, les autorités tirent la sonnette d'alarme à l'attention des étudiants et étudiantes qui comptent s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur privé à la rentrée prochaine. Pourquoi ? Parce que de nombreuses institutions délivrent des diplômes sans en avoir le droit, surtout pour les doctorats. L'ANAC SUP, une agence du ministère en charge de l'enseignement supérieur, se montre très claire. Les doctorats délivrés par les établissements privés ne sont pas reconnus par l'État. Au Sénégal, l'habilitation à délivrer le titre de docteur est accordée pour 10 ans après un examen poussé de la formation par le ministère. Or, aucun établissement d'enseignement supérieur privé du pays ne répond actuellement à cet impératif. Les diplômes de docteur en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire ne sont pas concernés selon l'agence. Nous sommes à présent au Tchad. L'ex-premier ministre Succès Masra est condamné à 20 ans de prison ferme dans l'affaire de Mandakao. 20 ans de prison ferme pour Succès Masra et 1 milliard de francs CFA versés à l'État tchadien en dommages et intérêts. 64 de ses co-accusés sont aussi condamnés à 20 ans de prison ferme. Le verdict est tombé hier et l'ex-premier ministre est reconnu coupable d'avoir diffusé des messages de nature raciste et xénophobe d'associations de malfaiteurs. Des messages liés aussi au conflit intercommunautaire de Mandakao qui a fait une quarantaine de morts. Notre client vient de faire l'objet d'une ignominie, d'une humiliation sur la base d'un dossier totalement vide, réagit un des avocats du président du parti, les Transformateurs. Pour sa part, le porte-parole du gouvernement affirme que la justice est indépendante et appelle à respecter ses décisions. Le Kenya élimine la maladie du sommeil en tant que problème de santé publique. C'est ce qu'a annoncé vendredi l'Organisation mondiale de la santé. Le Kenya devient ainsi le 10e pays au monde à y parvenir. Officiellement appelé trypanosomiase humaine africaine,
africaine. La maladie est endémique en Afrique subsaharienne et est généralement mortelle sans traitement selon l'OMS. Je félicite le gouvernement et le peuple kényan pour cette avancée historique, a déclaré le directeur général de l'OMS dans un communiqué. Notez bien Moussa Papa Aïdara. Outre le Kenya, les autres pays ayant éliminé la maladie du sommeil en tant que problème de santé publique sont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée équatoriale, l'Ouganda, le Rwanda, le Tchad et le Togo. D'accord, c'est bien noté. 5e escale, nous sommes à présent en République démocratique du Congo. Reprise des combats entre le groupe AFC M23 et l'armée congolaise malgré la signature du cessez-le-feu. Des combats ont été signalés dans l'est du pays ce week-end entre les deux forces. Les affrontements se sont déroulés sur plusieurs fronts dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Des habitants ont dû fuir de chez eux. La société civile locale s'inquiète d'une volonté, selon elle, du groupe armé de prendre la cité stratégique de Penga. Dans la province du Sud Kivu, le groupe M23 s'est emparé de nouvelles localités après de violents combats selon des sources sur place. De son côté, l'armée congolaise parle de fausses informations. Le gouvernement provincial, lui, semble confirmer. Son porte-parole dénonce la violation du cessez-le-feu par l'AFC et M23. Les nations musulmanes doivent agir à l'unisson et rallier l'opposition internationale contre le plan israélien de prise de contrôle de la ville de Gaza. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre turc des Affaires étrangères à l'issue d'une visite en Égypte. Oui, l'Égypte et la Turquie ont condamné vendredi le plan israélien de prise de contrôle de la ville de Gaza. Pour Ankara, il s'agit d'une nouvelle étape franchie dans les politiques génocidaires et expansionnistes d'Israël. Même inquiétude exprimée par le comité de l'OCI qui qualifie ce plan d'une violation flagrante du droit international et d'une tentative d'enraciner l'occupation illégale. L'OCI exhorte les puissances mondiales et le Conseil de sécurité des Nations Unies à assumer leurs responsabilités juridiques et humanitaires et à prendre des mesures urgentes pour mettre un terme au plan israélien pour la ville de Gaza. Le Royaume-Uni arrête plus de 460 manifestants à Londres en soutien au groupe Palestine Action. Ils ont été arrêtés hier au cours d'une manifestation de soutien, vous l'avez dit, au groupe Palestine Action, comme son nom l'indique. C'est un mouvement de soutien aux Palestiniens. Selon la police londonienne, il s'agit du plus grand nombre d'arrestations effectuées depuis 10 ans au cours de la même opération. Le gouvernement britannique affirme que les sympathisants des Palestine Action ne connaissent pas la vraie nature de ces mouvements. Ce n'est pas une organisation non violente, selon le ministère de l'Intérieur, qui dit disposer d'informations inquiétantes sur ces projets. Plus de 200 participants du groupe Palestine Action avaient déjà été interpellés avant la manifestation d'hier. L'Iran s'oppose au désarmement du Hezbollah. Le Liban dénonce une ingérence inacceptable. Le ministère libanais des Affaires étrangères a condamné hier les déclarations faites par un conseiller du guide suprême iranien. Selon lui, Téhéran s'oppose à la décision du gouvernement de Beyrouth de désarmer le Hezbollah. Le ministère en charge des Affaires étrangères du Liban demande aux autorités iraniennes de se concentrer sur les problèmes de leur propre peuple et refuse toute ingérence, dictat ou encore de pression. Bourama Traoré, votre dernière destination, c'est Nagasaki. Cette ville du sud du Japon a commémoré hier l'attaque atomique des États-Unis il y a 80 ans. La bombe atomique larguée par les États-Unis sur Nagasaki le 9 août 1945 a tué quelque soit 10 000 personnes. 3 jours après le bombardement d'Hiroshima qui n'avait pas tué les 140 000 personnes. Environ 2600 personnes, dont les représentants de plus de 90 pays, ont assisté hier à un événement commémoratif au parc de la paix de Nagasaki à 11h02, heure exacte à laquelle la bombe au plutonium a explosé au-dessus de la ville. Les participants ont observé un moment de silence. Moussa Papa Aïdara. Merci Bourama Traoré. Merci de nous avoir fait le tour du monde en seulement 3 minutes. Beaucoup. Oh là là. Suite de ce journal, je me tourne vers vous à présent, Mohamed Sangaré. Bonjour. Bonjour, Moussa Papa. Vous suivez l'actualité aux États-Unis. Pour nous, le président américain Donald Trump prévoit une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine en Alaska le 15 août prochain afin d'évoquer une résolution pacifique du conflit en Ukraine. Trump a évoqué la possible échange du territoire, proposition qui a suscité de fortes critiques à Kiev. Cette entrevue fait suite aux avertissements répétés des États-Unis à la Russie, les exhortant à accepter un cessez-le-feu sous peine de nouvelles sanctions. Alors, la question qu'on se pose à présent, pourquoi ce choix de lieu pour cette rencontre selon les autorités américaines? Oui, Moussa Papa Aïdra, le choix des États-Unis pour ce sommet rêvait d'une importance particulière en tant que première puissance mondiale. Washington n'a pas reconnu la Cour pénale internationale CPI. La CPI a émis en 2023 un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine
pour les actions liées à la guerre en Ukraine. Le choix de l'Alaska est justifié selon un conseiller diplomatique du Kremlin par des raisons géographiques et stratégiques. Situé au-delà du cercle polaire arctique, l'Alaska était autrefois un territoire russe acheté par les États-Unis en 1867. Le conseiller a toutefois avancé une justification plus précise. L'Arctique et l'Alaska offrent des opportunités économiques communes avec des projets potentiellement bénéfiques pour les deux pays. Il a néanmoins rappelé que la priorité des discussions demeure la guerre. Sur quel sujet concret les deux dirigeants vont discuter? Donald Trump a évoqué les conditions d'un règlement du conflit en Ukraine, évoquant des échanges de territoires au bénéfice de chacun sans apporter des précisions supplémentaires. Il a insisté sur la gravité de la situation avec des combats qui se prolongent depuis 3 ans et demi et un lourd bilan humain pas pour les deux côtés. De son côté, Vladimir Poutine s'est entretenu vendredi avec de multiples dirigeants de pays en développement. Il a eu des conversations téléphoniques avec le président chinois Xi Jinping et son homologue indien Narendra Modi, et il a également appelé à des responsables sud-africains, kazakhs, ouzbeks et biélorusses. Le maître du Kremlin exige toujours la reconnaissance par l'Ukraine de l'annexion des régions de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia ainsi que de la Crimée occupée depuis 2014. Il souhaite aussi que Kiev renonce définitivement à toute perspective d'adhésion à l'OTAN. Alors Mohamed, en cas d'échec de négociation, quels moyens de pression les États-Unis pourraient-ils employer pour obtenir un accord sur l'Ukraine? En cas d'échec des négociations, les États-Unis envisagent des sanctions secondaires visant à la fois la Russie et les pays qui commercent avec elle, notamment dans les secteurs pétroliers et de l'armement. Par exemple, Washington pourrait augmenter les droits de douane sur les importations en provenance d'Inde en raison de son achat de pétrole russe. Vladimir Poutine ne semble pas inquiet, doutant de l'efficacité de ces menaces et jugeant les sanctions illégitimes. La Russie poursuit ses exportations d'énergie et use de ses revenus pour atténuer l'impact des sanctions occidentales, tout en s'appuyant sur des échanges commerciaux stratégiques. Bien que les États-Unis disposent d'outils économiques puissants, ils peinent à faire fléchir une Russie économiquement résiliente et politiquement déterminée. La réunion en Alaska pourrait donc être qu'un duel diplomatique risqué où l'Ukraine demeure absente. Moussa Papa Aïdara. Merci beaucoup Mohamed Sangaré pour ce dossier bien complet. Je vous en prie. Suite de ce journal. Sport, football, le championnat d'Afrique des Nations CHAN, Tanzanie, Ouganda et Kenya 2025. Les matchs de groupe se poursuivent à la faveur de la 3e journée. Et toujours en foot, compétition africaine des clubs, saison 2025 et 2026. Les représentants maliens connaissent désormais leur adversaire pour les tours préliminaires. Cela à l'issue des tirages au sort effectués ce samedi à Dar es Salaam en Tanzanie. En Ligue des Champions, le Stade malien affrontera les Centrafricains de l'AS Tempête et le Joliba AC jouera contre Abia Warriors du Nigeria en Coupe de la Confédération. En handball, l'USFAS Hommes et les Sigidam remportent les trophées du championnat national 2025. La page des sports, c'est avec Famourou Djorté. 29 ans après son premier titre en championnat, le Sigidam remporte le championnat national féminin 2025 de handball. En finale disputée ce samedi, les Kaizen ont dominé les centristes de l'Afiabougou 48-34. Pourtant, le COL avait infligé une défaite cuisante 36-28 à son adversaire du jour lors de la première journée de poule, ce qui a laissé les joueuses de Kai avec un profond désir de rédemption. Dès le coup d'envoi, le Sigi était déterminé à ne pas reproduire les erreurs du passé. La formation Kaizen a rapidement pris l'ascendant dès les premières minutes du match. Chaque action, chaque passe et chaque tir semble traduire un seul objectif, gagner. Le score à la mi-temps 22-14 pour le Sigi reflète la domination kaizienne. Les joueuses du Sigi en supériorité physique et psychologique ont continué à dominer la deuxième période. Le COL, bien que combatif, n'a pas réussi à trouver la solution pour contrer une équipe de Sigi en feu. Les kaizen ont maintenu leur cadence, enchaînant les buts avec rapidité et efficacité. Score final 48-34 en faveur du Sigi. En finale des messieurs, l'USFAS a su garder sa couronne en s'imposant face aux
Centre Omnisport de Missabougou COM 31-29. Les deux équipes étaient invaincues jusqu'en finale. À la mi-temps, le score est de 16-12 en faveur des militaires. En seconde période, le COM n'a pas tardé à réagir. Revigorée et motivée, l'équipe de Missabougou a rapidement égalisé à 23-23, mettant la pression sur l'USFAS. Alors que le COM est dans son temps fort avec l'avantage au score 25-24 à 10 minutes de la fin, l'encadrement technique de l'USFAS demande un temps mort pour casser le rythme de l'adversaire. De retour sur le plancher, l'expérience des militaires a pris le dessus. Ils ont su contenir les offensives du COM tout en capitalisant sur leurs propres occasions. Dans un finish étourdissant, l'USFAS s'impose 31-29. Une fois de plus, les militaires ont prouvé que l'expérience peut parfois l'emporter sur la fougue de la jeunesse. L'USFAS ajoute une nouvelle étoile à son palmarès, tandis que le COM sort de cette finale avec la tête haute, le regard tourné vers la Coupe du Mali. Au chapitre des récompenses, les équipes finalistes, le COL Dames et le COM Hommes, ont eu des enveloppes de 250 000 francs CFA. Quant aux équipes vainqueurs, le Sigui Dames et l'USFAS Hommes, elles ont eu 500 000 francs CFA chacune. En plus, toutes les ligues qui ont participé à ce championnat 2025 sont répartis avec des ballons. Football à présent, le tirage au sort des tours préliminaires des compétitions interclubs de la CAF, effectué ce samedi 9 août 2025, a dévoilé les adversaires des deux représentants maliens au titre de la saison 2025-2026. En Ligue des Champions, le Stade malien de Bamako affrontera au premier tour l'AS Tempête de la République centrafricaine. Le match aller aura lieu à Bangui le week-end des 19 et 20 septembre 2025 et le retour à Bamako une semaine plus tard, soit le week-end des 25 et 26 septembre 2025. Le vainqueur de cette double confrontation jouera contre celui de la confrontation entre Fondation Bata de la Guinée équatoriale et FC Nouadhibou de Mauritanie. En Coupe CAF, le Djoliba AC débutera sa campagne continentale au deuxième tour préliminaire contre le club nigérian d'Abia Warriors. Le match aller se jouera au Nigeria avant le retour à Bamako. Le vainqueur de cette confrontation défiera au tour suivant le vainqueur de la confrontation entre AS Gouboé du Togo et l'USFA du Burkina Faso. Le Wydad Casablanca du Maroc, l'USM Alger et Serre Belouizdad d'Algérie, Zamalek et Al Masry d'Égypte et Stellenbosch FC d'Afrique du Sud sont épargnés de ce tour en Coupe CAF. Toujours football sur le continent, CHAN 2024, les rencontres se poursuivent. La Tanzanie, un des 3 pays organisateurs, réalisait un très bon début de compétition. Dans le groupe B, les Taifa Stars ont fait le carton plein après 3 journées, 9 sur 9. Ils valident du coup leur qualification pour les quarts de finale après la victoire 2-1 sur Madagascar ce samedi au Benjamin Kappa National Stadium. Dans cette même poule, la Mauritanie s'est relancée et reste dans la course pour se hisser au prochain tour. Les Mourabitoun se sont imposés par 1-0 face aux Fauves à prime de la Centrafrique. 2 matchs décisifs sont au programme ce dimanche dans le groupe A au compte de la 3e journée. Le Kenya, leader du groupe avec 4 points, sera face à son dauphin, le Maroc qui compte 3 points. Le vainqueur fera un grand pas vers les quarts de finale. L'autre affiche mettra aux prises la Zambie 0 points et l'Angola 1 point. Malheur aux vaincus. La République démocratique du Congo est exemptée de cette journée. Focus Santé. Focus Santé sur le cancer de la vessie en rediffusion. La première manifestation de cette pathologie est la présence du sang dans l'urine. Mais attention, avoir du sang dans l'urine ne signifie pas forcément le cancer de la vessie. Il faut plus d'examens pour le confirmer. Les explications de Koumba Sissé. La vessie est le réservoir d'urine avant de l'évacuer vers l'extérieur. Si cet organe est atteint du cancer, au moment de se soulager, le patient ressent des brûlures. Mais la principale manifestation de cette pathologie est la présence du sang dans l'urine. Professeur Mamadou Lamine Diakité, chirurgien urologue au Point G. Quand on urine et qu'il y a du sang, l'urine est mélangée avec du sang, il faut s'inquiéter et aller consulter un médecin. Peut-être on est en train de développer un cancer de la vessie. Avoir du sang dans les urines, on appelle cela une hématurie. Donc la bilharziose aussi peut se manifester par une hématurie. Il y a d'autres pathologies aussi qui peuvent se manifester par une hématurie. Pas de panique, avoir du sang dans l'urine ne signifie pas forcément qu'on est atteint du cancer de la vessie. Seules les analyses poussées peuvent le confirmer. Professeur Mamadou Lamine Diakité. Au cours de la consultation, nous allons examiner le patient et puis demander une échographie. À côté de l'échographie, il y a la cystoscopie, c'est-à-dire avec l'appareil, on rentre par les voies naturelles dans la vessie pour aller regarder à l'intérieur de la vessie. Et on peut voir cette masse-là qui a poussé dans la vessie. On peut demander un scanner qui peut aussi mettre en évidence le cancer de la vessie. L'une des premières causes du cancer de la vessie est la bilharziose mal soignée ou non soignée. Lorsqu'on a atteint la bilharziose dans l'enfance, à l'âge adulte, cela peut donner un cancer de la vessie. C'est la première cause même du cancer de vessie chez nous. Il y a le tabac qui est aussi incriminé. Il y a la teinture, c'est l'un des facteurs
Aussi, il y a certaines industries, ce n'est pas fréquent chez nous. Quand la vessie est atteinte du cancer, son traitement consiste à l'enlever complètement. Professeur Mamadou Lamine Diakité. Le cancer de la vessie, c'est un cancer qui est un peu méchant. L'un des traitements consiste surtout à enlever la vessie et confectionner une autre vessie et le mettre à la place. Donc on prend l'intestin, on transforme une partie de l'intestin, on transforme en vessie et on le met à la place de la vessie. C'est un traitement assez lourd, une intervention qui peut aller jusqu'à 5 heures, 6 heures d'intervention. Soit lorsqu'on n'arrive pas à confectionner une vessie, on peut mettre les uretères, les canaux qui conduisent l'urine, les reins, et mettre ça à la peau. Donc vous allez voir, certains patients, ils ont une poche qui recueille régulièrement de l'urine. L'une des complications de cette maladie est l'insuffisance rénale. Parce que lorsque cette masse pousse dans la vessie, elle peut dépasser la vessie pour atteindre d'autres organes. Elle peut bloquer les urines et retentir sur le rein. Le plus souvent, les malades décèdent d'insuffisance rénale parce que la masse a pris toute la vessie. Le cancer de la vessie peut concerner tous les âges et très souvent, son diagnostic se pose tardivement. Focus Santé. 13h40. Ainsi prend fin ce journal qui vous a été présenté par Moussa Papa Aïdara. Tous les plaisirs étaient pour moi. Mise en onde bien assurée par Bintou Traoré. Mise en ligne Mohamed Koulibaly. Réalisation, coordination Bourama Traoré et Lansine Keita. Merci à tous pour votre attention. Restez sur vos positions d'écoute. Rétro 7 tout à l'heure avec Lansine Keita. D'ici là, n'oubliez surtout pas, gardez le sourire. Quoi qu'il arrive, éclatante journée des dimanches à tous sur le RTM.